Bonjour tout le monde, mon nom est Axel Jaudery et je suis chez Esri depuis à peu près un an et demi et je vais vous parler de, des analyses dans ArcSys Pro. Je bascule mon écran vers mon diaporama et je vais vous présenter ces deux use cases, vous les voyez ici. Un premier use case dans le premier use case, je vais parler des analyses prédictives. Et un sujet assez sérieux, je vais traiter les élections du Conseil national. Et pour compenser un peu ce sujet sérieux, je vais, dans un deuxième use case, parler des balades, d'une balade et un pique-nique dans les vignes, en termes beaucoup plus ludiques, dans une analyse d'adéquation. Et à la fin, j'aimerais parler encore des nouveautés ArcSys Pro 2.8 et j'ai composé un top 10. Alors, un use case se fait directement dans ArcSys Pro. On est ici. Tout d'abord, j'aimerais vous dire une analyse prédictive qu'on fait dans ArcSys Pro en se basant sur les données du passé. C'est la seule information en fait que je peux utiliser aussi pour ces analyses prédictives. Je ne peux pas me baser sur d'autres critères, mais c'est déjà pas mal de disposer de ces données du passé. Et ici, vous voyez les données des élections nationales du Conseil national, pardon, des années 1975 jusqu'à 2019. Et ici, j'ai créé une symbologie qui montre simplement les partis dominants pour chaque élection, où on peut se déplacer avec ce curseur temporel que j'ai instauré, et on peut se déplacer dans le temps pour visualiser ces partis dominants par commune, bien sûr. Deuxièmement, je me suis dit, est-ce que si on veut démontrer un peu mieux deux partis et créer une symbologie pour montrer l'évolution de ces deux parties, je peux utiliser une nouveauté dans ArcSys Pro et c'est la symbologie bivariée. Je vais désactiver bien sûr l'autre symbologie qui montre effectivement bien ces deux proportions des deux parties. Une symbologie assez intéressante, je trouve, que dans la fenêtre de symbologie à droite, je peux montrer de quelle manière cette symbologie est créée en définissant sur l'axe horizontal la proportion du Parti socialiste et sur l'axe vertical la proportion du Parti vert. Et avec les couleurs, bien sûr, bien choisies, parce qu'on a déjà toute une série de symbologies prédéfinies, mais ici, j'ai choisi de personnaliser ces couleurs. Et si maintenant j'utilise le curseur temporel pour me déplacer dans le temps, je vois bien sûr une évolution de plutôt une carte dans les couleurs rouges vers plutôt une carte qui a beaucoup de couleurs vertes, voire bien sûr les vertes olives dans lesquelles les deux parties sont assez présents. Une nouveauté que j'aimerais vous encore montrer, que si maintenant pour la symbologie que je viens de vous montrer avant, j'aimerais changer cette couleur parce que j'ai choisi bien les couleurs rouge et vert pour ces deux parties. Je peux maintenant utiliser, je fais un clic droit sur le symbole Parti socialiste dans la première symbologie, je peux maintenant utiliser la pipette pour choisir dans la carte une couleur qui sera appliquée à cette symbologie. Alors, une nouveauté qui permet de rapidement changer de couleur grâce à la couleur déjà présente dans la carte. Basculons vers une deuxième carte, une scène 3D plutôt, où j'ai montré à nouveau ces données du passé grâce à des cubes spatio-temporels qui démontrent assez bien l'évolution dans le temps avec ces cubes à nouveau, avec les années les plus éloignées, 1975 tout en bas, jusqu'à les données récentes tout en haut de ces colonnes. Je peux afficher cela pour les valeurs des proportions des parties, année à année, mais je peux aussi l'afficher avec une analyse déjà basée sur des points chauds, des hotspots et cold spots en bleu. Alors aussi, ici, je vois bien maintenant l'évolution dans le temps pour ce type d'analyse. Une troisième symbologie que j'aimerais vous montrer, ici on le voit dans la carte, dans la scène 3D déjà trappée sur la surface, mais peut-être j'ai meilleur temps de montrer ça dans la carte des tendances. Ici,
c'est une symbologie qui se base aussi sur la donnée du passé, qui prend en compte l'évolution des hotspots et des cold spots, comme je viens de le montrer, mais les affiche avec un symbole en 2D et on voit effectivement si des hotspots ont été nouvellement créés, si des hotspots ont toujours existé, avec une alternance dans le temps, etc., etc. Vous voyez peut-être la légende dans la fenêtre contenue à gauche. C'est une manière assez conviviale aussi de représenter une évolution dans le temps pour la création de hotspots et de cold spots. Dernière carte qui montre les données du passé, c'est une possibilité de créer des clusters pour des communes qui ont la même tendance, qui ont eu la même tendance dans le passé, avec une carte et des diagrammes associés. Ici, on a choisi de créer trois groupes de communes qui ont les mêmes tendances spatio-temporelles. C'est une analyse assez intéressante. Et pour terminer, mais bien sûr, la partie peut-être la plus intéressante, en tout cas, qui concerne les nouveautés 2.7, alors peut-être l'outil le plus récent, c'est l'analyse prédictive. Ce qui est affiché actuellement dans cette carte est les méthodes les plus adaptées par commune. Quelles sont ces méthodes? Il y en a 3. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ces 3 méthodes peuvent bien sûr être utilisées pour l'ensemble des communes. Les méthodes consistent en analyser la tendance qui a existé dans le passé pour justement donner une prévision pour le futur, mais le plus adapté, bien sûr, ce serait de regarder commune par commune quelle des méthodes est le plus juste, le plus adapté, le plus adéquat, et uniquement utiliser ce modèle de prévision et l'appliquer à la commune. Ce qui a été fait pour le résultat dans cette carte-là, ou pour en des parties, ici je choisis le PLR, de donner une prévision pour les élections suivantes en 2023. Où se trouvent tous ces outils? Boîte à outils, outils d'exploration d'un modèle spatio-temporel, et cette nouvelle jeu d'outils prévision de série chronologique a été ajouté depuis la version 2. Le deuxième use case, maintenant, un peu plus ludique, effectivement, la balade avec pique-nique dans la vigne du canton de Genève. Pour cela, j'aimerais montrer le modélisateur d'adéquation qui permet, en se basant sur plusieurs critères, les données raster, de définir un endroit optimisé, ou l'endroit optimal, je dois dire, pour cette balade. Alors, j'aimerais regarder l'ensoleillement, très important. Ensuite, je vais prendre en compte la pente. Je veux choisir des endroits qui ne sont pas trop escarpés. Et en troisièmement, bien sûr, être dans la vigne ou pas très éloigné des vignes. Alors, ces 3 critères, je vais les ajouter et ensuite lancer le modélisateur d'adéquation. Tout d'abord, je dois bien sûr ajouter un modèle numérique de terrain pour extraire ces données. Alors, je vais saisir ici le mot-clé Geneva Terrain dans le Living Atlas. Je sais bien sûr que ces données existent, mais toujours un emplacement intéressant pour chercher des données. Je vais ajouter ces données à la carte. Je vais zoomer déjà un peu sur la zone où je vais faire mon analyse. On a un raster avec une résolution très élevée de 30 cm. Néanmoins, je vais vous montrer l'utilisation de fonctions raster qui permettent de générer très rapidement des données d'ombrage et de pente, lesquelles j'aurai besoin pour mon analyse. J'ai déjà ouvert la fenêtre des fonctions raster et dans la partie surface en bas, vous voyez l'outil ombrage qui permet de définir des emplacements ensoleillés. À la suite, je vais me baser sur ce raster. Une balade dans l'après-midi connaît un soleil qui n'est pas trop haut et en plus se trouve à l'ouest
et je lance de cette manière la conversion de ce modèle numérique de terrain vers un raster d'ombrage. Et vous avez vu la rapidité, je trouve toujours impressionnant de ces fonctions raster. J'aimerais vous montrer juste une petite nouveauté de 6, la possibilité d'utiliser des fusions pour l'affichage, la symbologie des données de manière générale. Ici, pour ce raster d'ombrage, onglet apparence, on a maintenant fusion de couches. Et ici, il y en a plusieurs types, mais la superposition donne ici un résultat qui est assez intéressant, je trouve. On voit vraiment que l'ombrage est maintenant ajouté au fond de carte, l'image aérienne. Et si je désactive une ou deux fois l'ombrage, on voit très bien ces différences grâce à cet outil de fusion. Je lance encore juste l'outil de pente, à nouveau, sur le DTM de Genève. Je garde les paramètres standards et vous voyez à nouveau la rapidité avec laquelle ce nouveau raster est généré. Basculons maintenant vers une carte que j'ai déjà préparée, où j'ai déjà inclus aussi les vignes. Grâce au site SITG, j'ai pu les récupérer facilement en format entité et je les ai convertis vers raster et j'ai appliqué une distance euclidienne. En plus, j'ai coupé ces données et j'ai réduit légèrement la résolution pour avoir ici une carte déjà prête pour appliquer l'analyse d'adéquation. Là aussi, le modèle d'adéquation, je l'ai déjà commencé à le préparer pour gagner un tout petit peu de temps, qui se trouve ici, au niveau du folder Spatial Analyst, où je retrouve mes modèles d'adéquation. Si vous n'en avez pas encore, dans l'onglet Analyse, il y a un bouton qui permet de lancer une création d'un modèle d'adéquation. Je l'ai déjà, je l'ouvre. Et ça tombe bien, ça peut me permettre de vous montrer une autre nouveauté d'Arxis Pro, car j'ai ici très justement un plantage d'Arxis Pro. Ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Et si je rouvre mon projet Arxis Pro, je peux vous montrer cette nouveauté qui permet d'enregistrer en continu toutes les modifications que vous faites au projet. Alors, du coup, lorsque j'ouvre ce projet, on va me demander justement si je vais récupérer ma sauvegarde et je clique du coup sur oui. Et je récupère facilement la situation d'avant. Je bascule vers ma carte où j'étais resté. Et je rouvre mon modèle Spatial Analyst. Cette fois-ci, ça passe mieux. Je suis content. Et cet onglet connaît, ou cette fenêtre de modélisateur connaît 3 onglets. Le premier permet de définir un nom et l'échelle d'adéquation. Le deuxième permet de définir les critères que j'aimerais ajouter à ce modèle d'adéquation. J'en ai ajouté 2, comme je l'avais déjà indiqué, je l'avais déjà préconfiguré légèrement. Et le troisième onglet, localisé, je vais vous montrer juste après. Mais on est ici, je vais ajouter le troisième critère, qui est le pente, qui ne fait pas encore partie. Ajouter. Le petit bouton avant me permet d'ouvrir la fenêtre de transformation que vous avez déjà vu qui s'ouvre, c'est déjà ouvert en bas. Cette fenêtre de transformation me permet de définir de quelle manière ce critère contribue au
au modèle d'adéquation. À gauche, on voit les distributions des valeurs contenues pour ce raster. Au milieu, je peux choisir différentes catégories de transformation, soit avoir des valeurs, une transformation valeur par valeur dans la première menu. Deuxième menu, de créer des plages de valeurs et transformer les plages de valeurs vers une valeur d'adéquation. Mais ici, j'utilise une fonction continue qui permet, selon une de ces fonctions, de transformer effectivement les valeurs de ce raster vers une valeur d'adéquation. Ici, je devrais inverser la fonction. Vous le voyez dans l'image à droite, les pentes faibles verront attribuer une valeur d'adéquation beaucoup plus élevée que les pentes raides. Voici à droite, je retourne à droite, le modélisateur d'adéquation. J'ai rajouté le troisième critère. Je peux éventuellement définir une pondération. Je pense que l'ombrage est le plus important, par exemple, et la pente peut-être un peu moins. Et je lance en bas ce modèle d'adéquation. Ça prend quelques secondes avant que le résultat est généré. Le résultat, je peux déjà le vous montrer dans la carte que j'ai déjà préparée auparavant. Voici. Cette carte d'adéquation, pour l'instant, vous le voyez dans la légende, au niveau des fenêtres contenues, les couleurs rouges sont les moins adaptées jusqu'à la couleur verte qui sont les plus adaptées, les couleurs foncées surtout, bien sûr. Déjà, ce résultat est intéressant, mais ensuite, bien sûr, une balade ne se fait pas sur quelques mètres carrés. Alors, ce serait bien encore de définir à partir de cette carte d'adéquation, vraiment de localisation adéquate. Et ça, c'est le troisième onglet dans le modélisateur d'adéquation, vous le voyez à droite, où on peut définir selon des informations ou des critères plutôt, comme une forme de zone, comme le nombre de zones que j'aimerais générer, une taille minimale ou maximale de cette zone. Et selon ces critères-là, je peux définir des zones qui sont adéquates pour ici, ma balade et pique-nique dans les vignes. Alors, ça, j'en ai créé deux et ici, j'en montre un qui se base sur 4 zones avec peu de critères par rapport à la forme. On peut exiger des formes plus arrondies ou plus rectangulaires, par exemple. Alors, voici le modélisateur d'adéquation, une nouveauté de la version 2.6 d'ArcSys Pro. Je termine par les nouveautés d'ArcSys Pro 2.8. Je reviens vers mon diaporama. Ici, vous voyez déjà le top 10 des nouveautés de 2.8. Vous pouvez déjà vite regarder si vous voyez quelque chose d'intéressant. Moi, j'aimerais les décrire maintenant dans l'ordre décroissant de cette liste. Numéro 10, on a maintenant des fenêtres de navigation dans 2.8 qui affichent les catégories de l'explorateur de Windows. Alors, c'est parfois plus pratique et plus convivial de retrouver certains emplacements, ainsi qu'une historique qui est affichée pour les chemins en haut dans une liste déroulante. Numéro 9, maintenant, les fichiers IFC sont supportés en lecture seule. On peut les ajouter à une scène 3D. 8, les symboles de sélection peuvent maintenant être définis avec des remplissages complets ou encore des hachures. Dans beaucoup de cas, ça permet d'avoir un affichage de sélection qui est beaucoup plus clair. Numéro 7, on peut facilement copier des éléments dans une mise en page en appuyant sur le bouton contrôle et en glissant en même temps les entités ou les éléments de mise en page ou encore des graphiques. Numéro 6, on peut facilement copier des classes d'étiquettes. Ça nous facilite la tâche et nous fait gagner du temps si on a des classes d'étiquettes
relativement compliqué et on doit faire un petit ajustement pour une deuxième classe. Numéro 5, on peut exporter comme PDF accessible des mises en page, de sorte que des textes peuvent être interprétés facilement par les applications mobiles surtout, au niveau de la lecture, par exemple, ou des recherches. Numéro 4, il est maintenant possible de générer des captures d'écran très facilement depuis l'onglet Partage. Il y a un bouton qui vous permet de créer, générer à partir de la carte une capture d'écran et ensuite le coller dans une autre application. 3. L'outil de recherche en champ de recherche est maintenant intégré dans l'interface qui permet de directement chercher vers des outils, non seulement des outils de géotraitement, mais l'ensemble des outils qui font partie de l'interface ArcGIS Pro. Et on peut ouvrir, bien sûr, cet outil ou encore ouvrir l'aide qui est associée à cet outil. 2. L'outil Data Engineering permet d'analyser nos données. En sélectionnant une couche, on peut, champ par champ, analyser les statistiques qui sont liées à ce champ. On voit des petits diagrammes, on voit des valeurs, le nombre de valeurs nulles, etc., etc. Toute une série de statistiques pour les champs. Et on a des outils de géotraitement qui nous permettent de nettoyer, de compléter, de formater ces données. Et au numéro 1, amélioration de la performance. Dans beaucoup de domaines, vraiment des énormes efforts ont été faits pour que vous puissiez travailler plus rapidement, vraiment bénéficier de ces performances qui sont augmentées, surtout quand vous ouvrez et sauvegardez des projets qui sont un peu plus lourds, bien sûr, vous allez vite remarquer la différence. Si vous travaillez chargé et travailler avec des données 3D, pour le placement des étiquettes et surtout aussi les halos qui sont liés à ces étiquettes. Si vous ouvrez, mais surtout aussi vous vous déplacez, vous naviguez dans les tables, quand vous exécutez un des nombreux outils de géotraitement qui ont été améliorés, si vous travaillez avec Model Builder, aussi l'ouverture des modèles ont été améliorées. Si vous travaillez avec des données de type qui proviennent de Geodatabase Enterprise ou des services, et aussi quand vous affichez des tuiles vectorielles. Voici la fin de ma présentation. J'espère que vous avez pris pas mal de nouveautés d'ArcGIS Pro. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci Axel. Alors écoute, on a eu une question déjà. Ça concerne en fait la symbologie en hachure dans ArcGIS Pro que tu as présentée. Est-ce que cette symbologie en hachure, elle est également prévue pour les polygones dans une web map? Alors, ce n'est pas uniquement pour la sélection, mais pour la représentation des informations. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui serait fonctionnel ou pas? Ça, c'est une bonne question que je ne saurais pas répondre comme ça. Bien sûr, la symbologie d'Azure est supportée, existe déjà pour toutes les entités dans une carte normale. Faudrait vérifier si pour les les couches web ou les web maps, ce type de symbologie est également supporté. Oui, alors à ma connaissance, c'est déjà quelque chose qui est supporté. C'est si on prend une couche dans ArcGIS Pro, qu'on fait une hachure et puis qu'on la publie sur ArcGIS Online, on va pouvoir effectivement visualiser ces hachures. Par contre, on ne peut pas, depuis le Map Viewer, configurer du coup une symbologie avec des hachures. Aujourd'hui, il faut forcément passer par les outils desktop dans un premier temps. Alors après, je pense que ça arrivera aussi dans le futur dans les visionneuses web en direct. Alors du coup, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'avais une question parmi les 10 super nouveautés que tu nous as présentées. Oui. Laquelle te semble être la plus intéressante et utile?
Laquelle tu préfères? J'ai composé ces top 10 par rapport à ce que je pense qu'il y a des intérêts généraux. Mhm. Personnellement, je suis assez impressionné par cet outil de recherche. Je pense que ça va convenir à beaucoup de monde, surtout ceux qui viennent de migrer d'ArcMap vers ArcGIS Pro et ont la peine à s'orienter encore un peu dans ces onglets rubans avec des groupes, quels outils se trouvent où. Et je pense que c'est un outil très intéressant qui peut faire gagner pas mal de temps.